avocat au barreau près la Coupe d'appel de Kinshasa Matete. Maître Jonas Kalombo, avocat au barreau de Kulou. Il y a à côté du prévenu Globler, il y a monsieur Edouard Assouli, interprète. Avant l'audience de ce jour, le prévenu avait sollicité de la Cour de la faveur de lui changer d'interprète. Le premier, il n'arrivait pas à bien communiquer avec lui et nous avions demandé à l'avocat du prévenu de trouver un interprète qui sied à son client. Et on nous avait donné le nom de M. Assouli Mugumo, qui va assister le prévenu Globler en qualité d'interprète, même si il a déjà commencé à interpréter, alors qu'il n'est pas encore. Il y a un devoir légal qu'il doit faire parce que vous n'êtes pas assermenté. Vous allez, conformément à l'article 49 alinéa 2 de la procédure pénale, jurer, donc prêter un serment pour cette charge-là. Vous allez dire, je jure de remplir fidèlement les devoirs de ma charge. Les devoirs de ma charge. Monsieur Assouli est interprète du prévenu Globler. Et enfin, il y a le prévenu Mutombo Mwana Nyembo Deo Gracias. Le prévenu Mutombo Mwana Nyembo est représenté par ses conseils Patrick Lelonawej, qui est avocat près les cours d'appel de Kinshasa Gombe et du Haut-Katanga. Conjointement avec Laurent Okito Nembo Wechongunda, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Vous comprendrez que pour les infractions retenues à charge de votre client, vous ne pouvez pas le représenter. Monsieur le procureur général, votre avis sur quant à la procédure en ce qui concerne les prévenus Mutombo Mwana Nyembo. Merci, Monsieur le Président. Lorsque vous avez commencé l'audience, vous avez dit que la remise était contradictoire au regard de tous les prévenus. Étant donné que ces prévenus ne comparaient pas ce jour, qu'il pèse à la Cour de retenir les défauts à sa charge. Nous avons dit, Monsieur le Président. Et la Cour vous remercie. Oui, maître. Monsieur le Président, à l'audience passée, je pense que nous avions déposé dans le dossier de la Cour le certificat médical de notre client Deogracias Mutombo à l'étranger. Et jusqu'à ce jour, les soins continuent. C'est cela qui justifie le fait qu'il ne soit pas présent à l'audience de ce jour. Il n'y a pas de problème, maître. Si c'était une instance pénale normale, on ne vous aurait même plus raccordé la parole. Mais nous sommes la Cour constitutionnelle. La lettre est dans le dossier, mais cela n'empêche pas que l'on constate qu'il n'est pas là physiquement. Les défauts retenus à charge du prévenu Mutombo, la Cour constatera. Merci, maître. Nous rappelons les préventions qui étaient retenues à charge des prévenus. À charge de Matata Poni Augustin et Globler Christo, avoir étant auteur et co-auteur, selon l'un des modes légaux des participations criminelles prévues par l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit en vertu
soit en raison de leur charge. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date précise, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, agissant par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier cité et dirigeant de la société African Commodities pour le second cité, détourné par plusieurs moyens, notamment par l'octroi des avantages financiers, la surfacturation, la constitution des sociétés d'écran, le détournement des procédures et la non-exécution des travaux d'aménagement de la route du site et de construction des écoles de formation et d'autres ouvrages, la somme globale équivalente en francs congolais de 115 997 106, qui était remise à la société Africom Commodities pour la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À charge de prévenus Matata Pogno, Augustin et Mutombo Mwana Nyembo, Deo Gracias. Avoir, étant auteur ou co-auteur, selon l'un des modes légaux de participation criminelle prévus par l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit en vertu, soit à raison de leur charge. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que dessus, comme co-auteur agissant par coopération directe, étant agent public de l'État, respectivement Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier cité et gouverneur de la Banque centrale du Congo pour le second cité, de toute la somme globale équivalente à francs congolais 89 milliards, soit en dollars 89 millions destinés du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Voilà, là c'était pour l'introduction. L'identification des prévenus a déjà eu lieu et ce jour, nous passons à l'instruction du dossier. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de nous donner la parole, nous la demandons. Vous avez la parole, maître. C'est pour... La Cour se souviendra que M. Matata Pogno, le jour où les deux coprévenus ont présenté sur le plan de la forme leur préalable, il n'était pas présent, que donc il n'a pas eu cette occasion-là de présenter ses préalables à l'Auguste Cour. Et à l'audience de ce jour, M. Matata Pogno, assisté de ses conseils, se sont organisés à présenter à l'Auguste Cour les préalables tirés de la forme de l'action mue par le ministère public. Si la Cour nous permet de présenter les préalables, eh bien, nous serons les plus heureux. Maître, c'est son droit le plus légitime. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que la Cour peut en outre autoriser aux prévenus de libérer l'espace pour permettre aux avocats
de se présenter correctement. Ce sont eux qui sont prévenus. Les avocats peuvent parler là où ils sont. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui. Aussi, nous sollicitons la Cour, si Maître Nabulungu peut se prononcer assis au regard de son état de santé qui n'est pas à point. Vous êtes devant la Cour constitutionnelle, il ne faut pas amener un avocat malade devant la Cour. Ça, on ne permettra pas. Parce que vous savez très bien que l'avocat ne plaide jamais assis. Alors, Monsieur le Président, vous qui êtes encore jeune, vous êtes incapable de porter la charge de la défense de votre client. vous voulez bien nous accorder la possibilité qu'il puisse ne fût-ce qu'être devant, donc ne fût-ce que demander à M. Grobler d'attendre le temps que M. Matata puisse être devant. Il va bouger, mais il restera debout. Il va bouger, comme ça, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Mais au moins, retenez ce que la Cour vient de dire. Si l'avocat est malade, laissez-le. Montrez que vous pouvez véritablement porter la charge du client. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Bonjour, honorable membre de la Cour. Bonjour, Monsieur le Procureur général. J'aime mon confrère, mais je ne l'ai pas mandaté pour demander qu'on écoute un avocat malade. Je dirais même plus, je vais très bien. Voilà. Monsieur le Président, la procédure d'aujourd'hui est exceptionnelle parce que nous avons déjà comparé avec notre client ici devant votre Cour et la Cour a rendu un arrêt le 15 novembre 2021. Le 15 novembre 2021, votre Cour a rendu un arrêt définitif. Non seulement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais totalement notifié à toutes les autorités concernées et exécuté. Et cela en vertu de l'article 168 qui dit de vos arrêts qu'ils sont opposables à tous, exécutoires, s'imposant à toutes les autorités. Je sais que le procureur général n'est pas innocent. Il a même tenté de vous faire croire que l'affaire jugée ou que vous programmez de juger aujourd'hui était différente de celle concernée par l'arrêt du 15 novembre 2021. En changeant la liste de prévenus, en la remplaçant par une autre, mais où la constance était que le nom de Matata ne devait pas manquer. Mais il s'agit toujours de quoi? De l'affaire Boukangalonzo. Il s'agit toujours de quoi? De savoir si votre Cour est compétente ou non, au regard des seules dispositions qui vous donnent compétence en matière pénale. Votre compétence en matière pénale ne regarde que le président de la République et le Premier ministre. Et vous savez, si vous avez affaire à un président de la République ou à un Premier ministre en fonction, ou alors
un ancien président, un ancien premier ministre, quand vous estimez que ce sont ceux-là vos justiciables, vous avez une procédure constitutionnelle à suivre. C'est que vous ne pouvez pas juger de tels personnages sans un vote du Congrès. Aussi bien pour les poursuites que pour la mise en accusation. Un vote du Congrès à la majorité qualifiée. Donc vous avez devant vous celui que vous avez décidé de considérer comme Premier ministre avec le même traitement pénal que s'il était en fonction, mais au dossier, vous n'avez ni autorisation du Congrès pour les poursuites, ni autorisation du Congrès pour la mise en accusation. Bien plus, le réalisme commande que vous teniez compte de la personne poursuivie, qui aujourd'hui est député national. Son sort judiciaire est inscrit en marbre dans la Constitution. Ça, j'appellerais le préliminaire, mais je n'en ai pas encore fini. En effet, comment, face à des interrogations, à des rebondissements et à des mises en cause sans fin, nous rappelant l'éternel mythe de Sisyphe, comment dis-je, ne pas venir plaider avec détermination et clarté, mais surtout avec confiance, devant la plus haute juridiction de notre pays, qui nécessairement trouvera ici l'occasion de mettre fin à un procès commencé en 2021 et qui a du mal à arriver à son terme. Votre haute juridiction trouvera ici l'occasion de proclamer, de renouveler et de vérifier et de vivifier par sa décision les principes directeurs d'un procès pénal, tels que celui de la légalité des procédures, des infractions et des peines, le droit de ne pas être jugé deux fois pour le même fait, le droit de toute personne d'être jugée sans retard excessif et dans un délai raisonnable. Aucun juge du monde, aucun juge de la plus haute juridiction, dans aucun pays, ne peut considérer qu'une personne soit poursuivie au pénal de 2021 à 2025 et qui ne soit toujours pas jugée. Monsieur le Président, je sais que vous tirez votre force et la force de la Cour dans l'ultime ratio de toute société, à savoir la dignité humaine, à savoir le respect des droits fondamentaux. Je sais d'ailleurs que dans votre jurisprudence, il vous arrive de corriger certaines décisions, même rendues en dernier ressort, en disant que c'est parce que ces décisions ont remis en cause un des droits fondamentaux proclamés et protégés dans la Constitution. Et qu'il n'est pas question de permettre qu'une quelconque juridiction franchisse le Rubicon du crime, le Rubicon de l'injustice, en violant un droit fondamental protégé par eux. J'ajouterai même, Monsieur le Président,
que la présente procédure est une atteinte grave aux droits de la défense. En effet, vous connaissez l'arrêt, si vous pouvez me rappeler la référence, l'arrêt qui déclare que vous devez donner, vous la Cour constitutionnelle, vous devez donner à M. Matata son juge naturel, que vous êtes en train de l'aider à avoir un juge naturel qu'il aurait perdu en chemin. Matata n'a jamais perdu son juge naturel. Premier ministre en fonction, son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Premier ministre, ancien, son juge naturel, c'est le tribunal de grande instance, et s'il est en fonction comme il a été la fois passée, en fonction du sénateur, en fonction du député national aujourd'hui, son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Vous lui donnez un droit qu'il n'a jamais perdu, uniquement pour trouver comment vous ingérer dans une décision de votre propre cours devenue définitive. Je crois que jusque-là, je suis plutôt clair. Et ce que je voudrais dire, ce n'était que un petit rappel. Je n'ose pas dire devant des hauts magistrats comme vous qu'il s'agirait d'une interpellation. Néanmoins, vous devez savoir que nous avons en commun le respect des principes élémentaires, des principes généraux, des principes directeurs qui guident le procès pénal. Lorsque il est enseigné, il est écrit, il est affirmé que le premier principe pour un procès pénal équitable, c'est la légalité des infractions. C'est la légalité et des infractions, et des peines, et de la procédure. Lorsque la Constitution dit « le juge naturel, c'est celui que la loi vous donne », il ne veut pas dire que c'est celui que la Cour constitutionnelle vous donne. Vous n'êtes pas législateur. Vous êtes le premier applicateur de la loi pénale. Le juge naturel, c'est celui que la loi vous donne. Et non celui que vous donne la Cour constitutionnelle. Le principe directeur ou fondamentaux, c'est tel que le doute profite à l'accusé. Le principe directeur, c'est la présomption d'innocence. Le principe directeur, et cela mérite d'être souligné, c'est toujours le droit d'être défendu à tous les stades de la procédure. Et vous le savez, notre Constitution, non seulement a proclamé les droits de l'homme, non seulement a proclamé les droits de la défense, mais a élevé les droits de la défense au rang des valeurs et principes non dérogeables. L'article 61, point 5. Qu'est-ce qu'il dit? En aucun cas,
même quand l'état de guerre ou d'urgence est proclamé. Il ne peut être porté atteinte aux droits et principes fondamentaux suivants. 1. Le droit à la vie. Je vais tout droit au 5. Le droit de la défense et le droit de recours. Parfois, je donne une anecdote à mes étudiants. Je m'excuse presque aux dépens de vous en disant ceci. Chez nous, la Constitution dit... Maître, en aucun cas... écoutez, maître. Je m'excuse. Non, non, la Cour veut juste, vous êtes juriste, la Cour veut juste que vous puissiez faire un distinguo net entre l'avocat et le professeur. Ici, vous n'êtes pas professeur. Ici, vous êtes avocat. Parlez en tant qu'avocat. Je parle en tant qu'avocat, mais je ne peux pas déposer mes connaissances sous prétexte que je... Parlant en tant qu'avocat, vous ferez parler le professeur Nyabirungu et non mes étudiants. Non, non. En tant qu'avocat, vous direz le professeur Nyabirungu donnant son cours. Okay. C'est ça l'acception juridique. Oui, ça c'est une subtilité. D'accord. Je vous remercie. Donc, à l'auditoire, le professeur Nyabirungu ne rate pas l'occasion de raconter l'anecdote suivante. Le constituant a dit, en aucun cas, ça marche. Le constituant a dit, en aucun cas, il ne peut être porté atteinte aux valeurs et principes suivants. Et j'ajoute, mais nos magistrats trouvent des cas. Et là, évidemment, il y a un problème. Quand le constituant dit en aucun cas, il ne laisse place à aucune exception. Donc, je vous invite, Monsieur le Président, moi, avocat Nyabirungu, de recourir aux enseignements du professeur Nyabirungu pour comprendre que, une fois que le constituant a tranché, il ne reste que d'appliquer. Il ne reste que d'appliquer. J'ai demandé à un confrère de me trouver la référence de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Elle conste 18-16. Elle conste 18-7. 16. 16. Dans cet arrêt, Monsieur le Président, quand la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de cassation pour trancher les litiges que le procureur général vous avait déjà soumis à propos de M. Matata et compagnie, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour a abandonné l'affaire pénale. D'elle-même, sans doute saisie par le procureur général, mais à l'insu de l'accusé. On a produit un arrêt qui vient de nulle part. Et cet arrêt, je suis sûr, on l'a produit pour que la Cour constitutionnelle se sente à nouveau compétente. Mais c'est par rapport au droit de la défense. Comment pouvons-nous penser que la Cour a pu penser que cette procédure est la meilleure? Et cela est suffisant comme exorde de Monsieur le Président pour faire comprendre que il y a tant et tant de choses à dire. Sans penser à votre composition où un juge qui siège avait été nommé pour terminer le mandat d'un juge qui était parti.
Après avoir achevé le mandat, il a continué à siéger. Au-delà de toutes les exceptions que mes confrères vont soulever, vous allez quand même porter attention à ces observations préliminaires. Je vous demande de passer la parole à mes confrères. Vous avez la parole, mais essayez d'être quand même un peu plus bref. Merci, Vénérable Président. Je voulais, au même moment que vous nous accordez la parole pour parachever nos exceptions et préalables, vous nous avez rappelé qu'on n'allait pas faire mention de nos qualités académiques comme professeurs, mais que nous n'allons pas oublier que tous les jours, nous recevons des questions des étudiants et c'est peut-être l'occasion fondamentale pour partager avec la plus haute sagesse, je voulais dire, juridictionnelle, des préoccupations de nos étudiants. Et avant d'évoquer essentiellement ces exceptions, je voulais pour la mémoire de la Cour, parce que nous sommes face au vénérable juge. Pour un publiciste, pour un technicien, il sait que c'est vous qui faites parler la Constitution. Il sait que c'est vous les gardiens de l'ordre constitutionnel et les précurseurs de l'état de droit. Aujourd'hui, on parle même de l'état de droit constitutionnel. Et avant d'évoquer fondamentalement, à la suite de M. Nabirungu, il y a une petite histoire qui va devoir surplomber, expliquer l'essence des exceptions que nous allons présenter. Un jour, M. Matata est devant une commission de la Chambre parlementaire à laquelle il appartient. On dit à M. Matata, nous devons lever vos immunités. Et nous connaissons les droits parlementaires comme ils se déroulent. M. Matata se présente avec avocat et sollicite un délai. Il estime que, comme rappelé par M. Nabirungu, le droit de la défense est sacré, qu'il soit un droit parlementaire comme judiciaire. On dit à M. Matata par un scénario que vous pouvez bien imaginer, non, le bureau est déjà complet, venez vous excuser pour solliciter ce délai. Et M. Matata se présente. Il dit, je suis venu vous dire que de m'accorder un délai record pour me permettre d'organiser la défense. Quand M. Matata sort, la chambre à laquelle il appartenait fait un procès verbal pour dire que M. Matata a comparé. Et c'est comme ça qu'on a levé les immunités. Mais pour quel dossier? On lève les immunités pour l'affaire Zaïrénisation. Alors je lui dis, comme avocat, je vais sonder la bonne foi si c'est une justice classique ou c'est une procédure politique. Je vais saisir le Conseil d'État. Je vous dispense de la décision du Conseil d'État qui estime que la procédure de lever les immunités au niveau du Sénat était politique. La décision, elle est là. Et le lendemain, M. Matata est ici, dans les locaux. Il est entendu pour un dossier précis pour lequel on a levé les immunités dans ces circonstances, M. le Président, vénérable membre de la Cour, M. le ministère public. Et M. Matata est mis en résidence surveillée. 2 jours après, et pourquoi il est mis en résidence surveillée? Parce qu'il n'y avait pas les éléments pour se justifier par rapport au dossier pour lequel il a été interpellé. Par des manœuvres, je m'assume, politiques, il a été donné un ordre et on a fourni les éléments pour que Matata donne des preuves comme quoi il a payé tous les créanciers en ce moment-là, appelés les clubs de Paris. Et on passe outre. On apprend que Matata est à nouveau devant la Cour constitutionnelle. Pour quel dossier? Boukangalonzo.
Nous sommes ici parce que Matata coopère avec la justice. C'est ça un homme d'État. C'est ça un républicain. Au terme d'une longue procédure, de plus de 2 ans, Matata est jugé. Il est rendu un arrêt de principe sous le RP 001. Et vous en connaissez la teneur parce que vous en êtes artisan. Monsieur le Président, je n'ai pas l'art de vous vanter. Je vous ai dit à l'audience passée que nous avons toujours, depuis que vous êtes là, une certaine sérénité. Parce que vous avez vu les choses venir, vous avez participé à l'écriture de cet arrêt, et qu'aujourd'hui vous en êtes le président et donc le porte-étendard de ces conséquences en droit. Mais la Cour se prononce. Quelle n'a pas été notre inquiétude de savoir, parce que je ne connais pas de mémoire, un mécanisme juridique qui laisse un courroie de transmission entre le greffe de la Cour constitutionnelle et le parquet général de la Cour de cassation. Je veux aujourd'hui que la conscience scientifique, pour que les étudiants qui nous suivent, qui nous posent des questions, aient des réponses par la haute cour. Que le dossier Matata s'est retrouvé à la Cour de cassation par quelle magie. Mais qu'à la Cour de cassation, aucun acte n'a été posé au parquet. J'ai l'avantage d'avoir dans la salle et dans ce parquet, pour la Cour constitutionnelle, des aînés qui m'ont encadré comme étudiant, en 3e graduat. Il retentit encore le même principe qui me rappelait. Et Matata n'a pas été entendu à la Cour de cassation, plutôt au parquet pour la Cour générale de cassation, et Matata se voit devant la Cour de cassation. Le collectif de Matata imparable soulève l'incompétence ou l'exception d'incompétence. Il existe désormais une magie en droit congolais, Monsieur le Président, honorable de la Cour, des transformations d'exception. Nous soulevons l'incompétence. On nous rappelle que la Cour de cassation s'est organisée pour à son tour saisir la Cour constitutionnelle, transformant notre exception d'incompétence en exception d'inconstitutionnalité. Mais nous disons, bon, la Cour va sûrement balayer cette saisine qui ne rentre ni en droit, même dans la coutume romaine, on ne reconnaît pas cette procédure. Mais la loi, elle sort d'où? La loi sort de nos valeurs sociétales. C'est à partir d'elles qu'on érige des normes qui sont impersonnelles, qui guident notre vie, qui nous sont opposables, Monsieur le Président. Mais que la Cour, dans son arrêt, R-Cons 1816, soutient et rappelle que la Cour de cassation n'est pas compétente. Parce que la liste des organes, des personnes, des institutions autorisées à saisir la Cour avec leur mécanisme et système est limitative. Mais que la Cour fait fi elle-même, qui soulève de ces préalables, fait fi quand même de l'incompétence notoire, de l'absence de qualité dans le chef de la Cour de cassation à la saisir, mais la Cour s'organise, comme l'a rappelé le maître Nyaburungu, à trouver à Matata un juge, alors qu'il est un citoyen normal. Il ne s'agit pas seulement que de Matata, les gens le disent dans l'opinion, pour dire que comment quelqu'un, j'ai suivi les pénalistes, je l'ai toujours dit, il existe une différence entre les pénalistes classiques et les spécialistes du droit pénal constitutionnel. Parce que dans la Constitution, les règles et les procédures sont bien édictées. J'ai vu et j'ai entendu des pénalistes, évidemment des grands pénalistes des droits classiques, s'hasarder à s'inviter sur un débat technique. Chacun doit rester dans son office. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons avec Matata face à deux décisions. De la même Cour, je n'ose pas dire qu'il s'agit même de même personne, physique au centre du terme. Est-ce que dans ces circonstances, Monsieur le Président, vénérable membre de la Cour, Monsieur le ministère public, c'est comme ça que nous allons construire notre état de droit? Qu'est-ce que l'opinion retiendra du passage de la haute cour, des visages emblématiques, dont la connaissance du droit est indiscutable?
On ne nous a pas dit de ne pas rappeler des professeurs, mais il y en a des professeurs. Quitte à savoir combien participent encore à la réalisation du droit. Et le droit, c'est la vérité. Exception d'incompétence et d'irrecevabilité. Maître Safari va se charger de l'irrecevabilité et moi, je vais vous lire pour ne pas vous perdre parce que nous avons besoin d'éclairer les lanternes de votre religion. Je vais m'atteler aux exceptions d'incompétence. Exception d'incompétence tirée de l'arrêt RP 001 de la Cour constitutionnelle du 15 novembre 2021, du fait que celui-ci déclare l'incompétence de la Cour à l'égard d'un ancien Premier ministre. En effet, votre haute Cour s'est déjà prononcée sur sa compétence à l'égard de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, à l'occasion de l'affaire ayant opposé le ministère public au précité et consorts, à l'audience du 15 novembre 2021. Voici les termes d'un extrait du dispositif. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier degré, ministère public entendu, déclare recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée par les trois prévenus. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les trois prévenus et met les frais d'instance à charge du ministère public. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 15 novembre 2021, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kalubagi Vadedone, président, Funga Molima Mwata, Évariste Prince, Wasenda Corneille, Mavungu Vumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona, oui, Bokona il est encore là, Bokona Vimpa, Bojali François, Mangoulou, Tapane, Polycarpe de Rose Mémoire, Kalumia Sengo, Tchéoussi Alphonsine, qui est encore là, Kamoleta Badi Bangadje Donné, notre président de ce jour. Juge en présence du ministère public, représenté par le premier avocat général Mokola Kimpa, avec l'assistance de Madame Moubassi Lucé, greffière du siège. Sixième feuillet. À ce jour, Monsieur le Président, vénérable membre de la Cour, en application de l'article 168 de la Constitution, cet arrêt n'est susceptible d'aucun recours. Et étant immédiatement exécutoire, il a même déjà été exécuté au regard de la suprématie constitutionnelle, théorie suffisamment enseignée dans la doctrine congolaise comme étrangère. Il est obligatoire et s'impose au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Cela veut dire que cet arrêt s'impose même à la Cour des séance. Oui, à votre cour. Votre haute cour devra déclarer son incompétence vis-à-vis d'une affaire qu'elle a déjà jugée et tranchée. Dans ce sens, une fois pour toutes, il y va ou l'en va de sa crédibilité et du sérieux dans la manière de dire le droit. Sinon, on crée un précédent, Monsieur le Président, que personne ne pourrait corriger et vous risquez d'en être responsable, si pas collectivement, alors individuellement. Exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 168 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié le 20 janvier 2021.
Prétendre que cet arrêt a été renversé par un autre de la Cour, je le dis la même Cour, sous R11 1816, n'est ni plus ni moins qu'une violation de l'article 168 de la Constitution, ici intégralement reproduit. Je cite. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils y sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Dès lors, la Haute Cour, la vôtre donc, sans ambiguïté, reconnaîtra l'autorité de la chose jugée de l'arrêt RP 001, sa valeur contraignante, exécutoire et définitive, et se déclarera incompétente personnellement et matériellement à l'égard d'un ancien Premier ministre qui est M. Matata. Exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 162 de la Constitution, en ce que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt R11 1816 du 18 février 2022, fait rentrer la requête de la Cour de cassation sous l'empire de cette disposition. Premièrement, incompétence tirée de la violation de l'article 162 de la Constitution, en ce que l'arrêt déclare la compétence pénale de la Cour à l'égard du prévenu Matata, qui n'a jamais été partie à la procédure sous R11 1816. M. Matata, notre client, n'a jamais soulevé une exception d'inconstitutionnalité devant la Cour de cassation sous RP 09/CR et n'a jamais été notifié de quoi que ce soit dans la procédure sous R11 1816. Il n'a jamais été entendu et l'arrêt en question n'a jamais été précédé d'un débat public et contradictoire. Je ne prends pas le risque de rappeler le principe du contradictoire dans un procès pénal devant la Haute Cour. Il s'agit donc, à l'égard de M. Matata, d'une procédure inventée, imaginaire et obsolète, et d'un arrêt inventé et très critiqué même dans la doctrine, qui n'a été rendu qu'en violation de la Constitution et de toutes les exigences liées à un procès équitable. Et la différence entre un procès équitable chez les hommes et chez les animaux, c'est justement dans la violation de la procédure. En conséquence, votre Haute Cour déclarera son incompétence personnelle vis-à-vis de M. Matata. Deuxième branche, incompétence tirée de la violation des articles 160 à 162 d'une part et d'autre part de l'article 163 de la Constitution. En effet, par un jeu qui ressemble plutôt à une loterie juridique, votre Haute Cour, pourtant saisie par la Cour de cassation en matière répressive dans la procédure sous RP 09/CR, décida unilatéralement et ex nihilo de rendre un arrêt en matière de contrôle de constitutionnalité et d'interprétation. Je répète, en effet, par une loterie juridique, votre Haute Cour, du reste respectable, oui, c'est la Cour constitutionnelle de notre pays, pourtant saisie par la Cour de cassation en matière répressive dans la procédure sous RP 09/CR, décida unilatéralement et ex nihilo de rendre un arrêt en matière de contrôle de constitutionnalité et d'interprétation. Il convient de préciser, alors que devant la Cour de cassation, aucun prévenu n'avait soulevé l'exception d'inconstitutionnalité, étant donné qu'aucun acte législatif ou réglementaire n'était mis en cause. Selon les prévisions de l'article 162 de la Constitution, la Cour a décidé, sous R11 1816, qu'elle était compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité sans dire, sans déterminer et sans indiquer quel était l'acte législatif et réglementaire concerné. Oh, le droit. D'ailleurs, avec raison, car cet acte n'a jamais
exister. En d'autres termes, Monsieur le Président, vénérable membre de la Cour, Monsieur le ministère public, votre haute Cour a décidé de répondre à une question qui n'était pas posée par aucune des parties. On aurait bien voulu, et on se dit aujourd'hui, possible que la Cour elle-même s'imagine cette question et qu'elle répond et que les effets des questions ou des réponses sont opposés à nos tiers. C'est la haute Cour. Non, j'ai la garantie que vous allez corriger ces erreurs. Si ce ne sont pas les erreurs de la Cour de cassation, ce sont les erreurs du parquet. Oui, mais on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 1er bis du Code pénal. En effet, l'article 1er bis sous-évoqué dispose comme suit. En effet, la loi pénale est de stricte interprétation. Il s'agit d'une disposition pénale et qui, en conséquence, doit être d'interprétation stricte à l'exclusion d'une interprétation large, extensive et à l'exclusion de toute interprétation analogique. Le droit pénal n'est pas de la Bible. L'article 163 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la même Constitution. En lisant les textes de la Constitution, on est d'abord très heureux de sa clarté. Il y vise le président de la République et le Premier ministre. Et les articles 164 et 165 de la même Constitution visent les infractions de fonction, telles qu'elles sont énumérées limitativement par la Constitution elle-même et explicitées par la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013. Si le droit pénal, depuis ses origines, pose le principe de l'interprétation stricte, c'est précisément pour éviter l'arbitraire du juge. Vous avez sûrement entendu parler du gouvernement de juges. Voici les cas et l'illustration parfaite. Suivre le procureur général, peut-être qu'il est de bonne foi, dans son interprétation extensive ou analogique, c'est emprunter une voie unanimement condamnée depuis César, Beccaria, suivi de Montesquieu et de Voltaire, et de bien d'autres qui demeurent aujourd'hui bannis par toute la législation qui se revendique de l'état de droit, ils ajoutent l'état de droit constitutionnel. C'est rejeter la précision offerte par notre constituant, alors que cette décision est le meilleur moyen à la disposition du juge pénal pour parvenir à une réelle sécurité juridique du chef de l'État et du Premier ministre, et aussi à la sécurité juridique de tous ceux qui seront et sont désormais devant vous. Écoutons le constituant, Monsieur le Président. C'est notre constituant. C'est à partir de lui que nous avons la force de porter la toge et de transporter la Constitution. Donnons aux mots leur sens usuel. Pas de surenchère. Sécurisons les citoyens et refusons l'arbitraire du juge pour permettre aux prévenus de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation pénale portée contre lui. Oui, cela est une interpellation commune. En matière pénale, Monsieur le Président, vénérable membre de la Cour, l'analogie juridique qui consiste à appliquer un texte à un cas non prévu par lui en se fondant sur l'esprit du système juridique, considéré dans son ensemble, est totalement condamné et préjudiciable à la vérité judiciaire. Bien plus, il est curieux que votre Cour ait prétendu à un revirement de jurisprudence, alors que le juge pénal doit demeurer la bouche qui prononce les mots de la loi. Un questionnement, est-ce que deux arrêts qui se suivent dans une matière aussi nouvelle peuvent construire un revirement jurisprudentiel? C'était la question que j'ai posée à mes étudiants. Selon l'expression de Portail dans son discours préliminaire au Code de Napoléon. Voici en effet cette ressort de l'arrêt R11 1816. Qu'en dépit du fait que ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation et recours rectification d'erreurs matérielles, telles que prescrits
à l'article 93, alinéa 4 de sa loi organique, la Cour constitutionnelle peut, dans les circonstances et objectifs sous-écrits ou sous-décrits, faire des revirements de ses propres décisions sans heurter ni compromettre les caractères contraignants et exécutoires de ces dernières. En effet, la Cour, en se déclarant ou en déclarant ce qui précède, s'engage dans une contradiction fondamentale incompatible avec le principe de la légalité des infractions, des peines et de la procédure, et donc inconcevable et inadmissible en droit pénal, surtout en droit pénal constitutionnel. Même sur le plan de la simple logique formelle, on ne peut pas expliquer comment la Cour peut à la fois changer et contredire son arrêt, en même temps les garder contraignants et exécutoires. La Cour devra bien revenir à une forme de rectitude juridique et morale et reconnaître plutôt que RP 001, rendu en matière pénale, est immuable et n'a pu être modifié par RCONS 1816. En tout état de cause, l'essentiel demeure, la Haute Cour déclare express verbis que son arrêt RCONS 18 ne heurte ni ne compromet le caractère contraignant et exécutoire de son arrêt RP 001 du 15 novembre 2021. En d'autres termes, malgré les revirements annoncés, je vous dis prétendus, le RP 001 demeure contraignant et exécutoire. Bien plus, la notion de revirement, telle que définie et pratiquée par le RCONS 1816, est erronée. C'est le moment de le dire. En effet, il y a revirement de jurisprudence lorsqu'après qu'elle ait donné à l'occasion de plusieurs cas d'espèce la même solution pour des situations juridiques semblables, analogues et compatibles, pendant un temps plus ou moins, une juridiction décide de changer de solution à l'occasion d'un nouveau cas, convaincue qu'elle était ou se trouvait dans l'erreur. Compte tenu de l'évolution sociale, de nouvelles exigences, de la bonne administration de la justice. Mais sur le RCONS 1816, la Cour ne dit pas où était l'erreur. Il n'y a pas de revirement jurisprudentiel dans une même affaire par la même juridiction et concernant la même partie. Monsieur le Président, vénérable membre de la Cour, une telle leçon précédée ne serait pas un revirement jurisprudentiel, mais plutôt d'une part une mise en cause de l'autorité de la chose jugée par les mêmes juges qui ont rendu la première décision et d'autre part de la création de l'insécurité juridique généralisée pour la vie des citoyens, la protection de leurs biens et celle du monde des affaires. Bref, imaginons, Monsieur le Président, vénérable membre de la Cour, ce pays et cette situation où chaque juge changerait à loisir ses propres décisions. On ne saurait distinguer l'état de droit, fut-il proclamé, et une jungle ou une république bananière. Dès lors, il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les règles de compétence sont posées par la Constitution. La sanction de toute violation des règles constitutionnelles, c'est la nullité. Votre Cour ne saurait recevoir des actions dont la base réside dans la violation expresse de la Constitution. Bien plus, en tant que moyen d'ordre public et impératif, votre Cour, à l'instar de tout autre juge, a l'obligation de le soulever d'office, c'est-à-dire de sa propre initiative, sans qu'il n'ait besoin de statuer sur d'autres moyens et d'annuler notamment l'action publique vantée devant elle en violation de la Constitution. La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a toujours jugé que la cassation devait s'étendre à toutes les parties, y compris celles n'ayant pas produit de mémoire
en cas de violation des règles d'ordre public, telles que notamment les règles sur la composition et la compétence de juridiction. Au demeurant, la pratique montre que lorsqu'un moyen d'ordre public est caractérisé, la Chambre criminelle... Je ne sais pas si devenir professeur, vous devenez Dieu. C'est vous qui avez toute la plénitude de la connaissance juridique. Maître, vous êtes avocat. Ne confondez pas les prétoires à l'auditoire. Sur cela, la Cour sera très rigoureuse. Vous êtes professeur depuis quand? Il est là. Depuis combien d'années les professeurs? Il a dit les mêmes choses, mais avec manière. Avec manière. Vous voulez devant la Cour nous dire qu'il y a une différence entre le procès équitable entre les animaux et les hommes? Maître, vous êtes animal? Quand est-ce que vous avez participé à un procès équitable devant les animaux? Et vous trouvez que la Cour peut être comparable à un procès devant les animaux, maître? Je suis mal compris, président. Non! Et vous exposez, vous dites non, c'est la question que j'ai posée à mes étudiants. Vous avez dans cette composition des gens qui ne sont peut-être pas connus des étudiants ou qui ne font pas du sensationnel, mais qui ont servi ce pays pendant plusieurs années. Peut-être quand toi, tu n'étais même pas encore à l'université et étais déjà dans la pratique. Ce n'est pas devenir professeur qui fait en sorte que vous puissiez mettre à terre toutes les considérations. Pourquoi vous êtes entré dans cette marche-là? La Cour fait cette remarque-là, qu'elle soit observée. Merci, président. Demain, vous défendrez autre chose. La Cour constitutionnelle, votre prédécesseur, votre confrère a dit, la Cour fait de son mieux. Même les décisions de la Cour de cassation, du Conseil d'État, quand on trouve qu'elles ont enfreint les droits fondamentaux et les libertés fondamentales garanties par la Constitution, nous n'avons pas hésité. Pourquoi vous vous acharnez à prêter des intentions là à la Cour? Nous ne sommes que sur le plan de la forme. Ce que nous avons fait pour les autres, nous le ferons, mais dans ce cas-ci, si il est innocent, si la loi le dit, nous n'allons pas nous gêner. Le prévenu Matata était là. Qu'est-ce qu'on n'avait pas raconté sur le plan politique? On fait tout pour lui empêcher d'être candidat. Quand nous nous sommes approchés, ce n'est pas lui qui avait demandé, c'est la Cour qui a renvoyé, nommément pour dire, étant donné qu'il est candidat aux élections présidentielles, les contentieux, au-delà de plus de 6 mois de remise, quelle juridiction pénale peut le faire? Ne venons pas au prétoire pour, au fait, satisfaire Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette remarque. Je suis heureux de prendre la parole en dernier et contrairement à mes prédécesseurs, je ne serai pas très long. Je retiens que Maître Nyabirungu a pris la parole pour planter les décors et nous introduire pour nous amener à exposer devant votre haute cour 2 exceptions principales. La première, c'est l'exception d'incompétence que Maître Laurent venait de développer sous 5 points en donnant des dispositions légales. Et la deuxième exception pour laquelle j'ai reçu la charge de plaider devant votre auguste cour porte sur l'irrecevabilité de l'action mise par le ministère public.
Et cette exception, nous l'avions subdivisée en 4 grands points. Dans le premier point, je vais aborder l'exception d'irrecevabilité tirée de la violation des lois soit respectée. En effet, l'article 166, alinéa 1er dispose comme suit. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Quant à l'article 80 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, elle dispose comme suit. La décision de poursuite et la mise en accusation du président de la République ou du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement réunis en Congrès. Il nous est difficile de comprendre que, face à une telle clarté des textes de loi, l'officier du ministère public cherche à créer la confusion et notre devoir est de dénoncer en audace, avec audace et engagement que l'action publique sans texte, sans aucun respect des textes, c'est-à-dire en violation de la Constitution et des lois de la République, mis dans ces conditions, doit être déclarée irrecevable. Il défie les constituants et en même temps met votre cour dans une situation très embarrassante, à savoir juger un Premier ministre sans voir jaisir au dossier un vote à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, décidant des poursuites ainsi que de la mise en accusation. Et je mets au défi l'accusation de nous produire cette décision. Votre cour déclarera l'action publique irrecevable. Deuxième point d'irrecevabilité, tiré de la violation des alinéas 2 et 3 de l'article 107 de la Constitution. Cette disposition à l'alinéa 2 s'écrit comme suit. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi, arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Cette même disposition à l'alinéa 3 s'écrit comme suit. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée et de condamnation définitive. Il se fait qu'aujourd'hui, M. Matata Ponyo Mapon, qui n'est plus Premier ministre, est devenu député national en fonction, donc parlementaire. Au sens de l'article 107 de la Constitution, il bénéficie des immunités et le ministère public doit respecter les dispositions constitutionnelles évoquées ci haut. En vue de sauvegarder les droits du député Matata Ponyo Mapon, le procureur général aurait dû produire soit l'autorisation de l'Assemblée nationale, soit l'autorisation, n'est-ce pas, du Congrès, s'il les poursuit comme Premier ministre, selon que les poursuites auront été initiées pendant une session ou en dehors de celle-ci. Malheureusement, aucune autorisation n'est gît au dossier. Par contre, il ressort du dossier du ministère public qui saisit votre cour un réquisitoire numéro 1429 RMPI 0001 PG.C.const MOP 2021 en date du 18 mai 2021
adressé à l'honorable président du Sénat tendant à obtenir notamment l'autorisation de poursuite du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon, à l'époque où il était encore sénateur. Le président du Sénat avait, par sa lettre numéro 0219, bar CAB, informé le procureur général ici présent des résultats du vote de la plénière du Sénat, à la suite duquel, sur 96 sénateurs qui ont pris part au vote, 46 ont voté pour l'autorisation de poursuite et 49 ont voté contre l'autorisation de poursuite et il y a eu un bulletin nul. Aujourd'hui encore, le procureur général prend la Cour constitutionnelle sans pour autant saisir la plénière de l'Assemblée nationale afin de solliciter les poursuites contre l'un de ses membres dans le dossier en rapport avec le parc agro-industriel de Bukangalonzo, se décide d'initier encore des poursuites contre le député national Augustin Matata Ponyo Mapon en violation flagrante de la Constitution et des lois de la République. Constatant ces nombreuses irrégularités dans l'action du ministère public, du procureur général, par la haute cour constitutionnelle, eh bien, cette action devra être déclarée irrecevable. Le troisième point, Monsieur le Président, honorable juge constitutionnel, sur l'irrecevabilité de cette action, est tiré de la violation de l'article 103 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. À l'article 103, il est disposé comme suit. À la clôture de l'instruction préjuridictionnelle, le procureur général adresse un rapport au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, éventuellement accompagné d'une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du président de la République ou du Premier ministre. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, eh bien, le procureur général transmet le dossier au président de la Cour par une requête aux fins de fixation d'audience. Il fait citer les prévenus et s'il y a lieu, les co-auteurs et ou ses complices. L'action du ministère public sera déclarée irrecevable car aucun document n'est gis par la présente disposition organique dans le dossier sur votre table. Ni le rapport du procureur général au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat à la clôture de l'instruction préjuridictionnelle, ni une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du Premier ministre, ni la résolution de mise en accusation du Premier ministre adoptée en Congrès. Ainsi, la requête aux fins de fixation d'audience doit être déclarée irrecevable. Le dernier point d'irrecevabilité de la présente action devant votre Cour est tiré de la violation de l'article 17 alinéa 2 de la Constitution et du principe général du droit selon lequel nullum iudicium sine lege. En effet, notre Constitution, en son article 17 alinéa 2, dispose comme suit. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. En disposant ainsi, le législateur suprême n'a fait que confirmer le principe de la légalité de la procédure contenu dans la maxime latine nullum iudicium sine lege, et qui veut que toute procédure soit nulle qui n'a pas respecté les formes prescrites par la loi. Le caractère équitable du procès suppose la légalité de la procédure. L'exigence de la légalité de procédure pénale relève en effet de l'exigence du procès équitable. L'exigence de la légalité constitue l'un des aspects les plus fondamentaux de l'exigence d'un procès équitable. Sous RP
0001. Votre haute cour a totalement souscrit au principe de la légalité de la procédure et au principe de la compétence qui doit être d'attribution. Que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit ici d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution. Et là, vous trouvez, n'est-ce pas, dans l'arrêt rendu par votre cour au 15e feuillet, ce que je viens de vous lire. Nous citons l'article 17 alinéa 2. Nul ne peut être poursuivi, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Et dans ce même arrêt, parlant du principe de la compétence juridictionnelle qui doit être d'attribution, la Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Ponyo Augustin, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction, au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel. De sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent et sont en violation de l'article 19, alinéa 1er de la Constitution. C'est le 15e feuillet, paragraphe 3. En violant de manière insistante, répétitive, massive et finalement abusive les règles de la compétence et de la procédure expressément prévues par la Constitution et la loi, l'action publique initiée par l'officier du ministère public ne mérite, Monsieur le Président, qu'une sanction. L'irrecevabilité pour violation du principe de la légalité de la procédure pénale et de celui de la compétence qui est toujours d'attribution, surtout chaque fois qu'il s'agira de déterminer le juge pénal. Je voudrais faire honneur à Maître Nyabirungu de disposer. Il ne vous prendra pas 2 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord, avec votre permission, venir sur, d'abord à ma qualité de chef du collectif de la défense de M. Matata Ponyo, vous exprimer notre sentiment, vous renouveler notre sentiment de confiance. Vous savez que ces jours-ci, ces quelques dernières années, la justice, ce n'est pas pour vous blesser en mauvaise presse. Mais cela ne devrait pas concerner les avocats que nous sommes, nous, auxiliaires de la justice, auxiliaires nécessaires de la justice. Et quand nous venons en toute confiance, c'est parce que nous savons que nous avons un objectif commun. La recherche et la manifestation de la vérité, le droit au service de la dignité humaine et au service des droits fondamentaux de la personne. Donc nous ne voudrions pas, Monsieur le Président, qu'il y ait un malentendu quelconque. Nous sommes toujours, nous serons toujours respectueux de nos institutions judiciaires. Cela dit, avec votre permission, je lis notre dispositif. À ces causes, sous toute réserve généralement quelconque, plaise à la Cour de dire recevable et totalement fondé les préalables ainsi développés par le plaidant en conséquence. Tu me cherches là-dedans.
Bien. S'il vous plaît. Sous toute réserve généralement quelconque, plaise à la Cour. Des dits recevables et totalement fondés, les préalables ainsi développés par le plaidant en conséquence à titre principal, s'est déclarée incompétente à examiner la présente action, frais comme de droit, à titre subsidiaire, décréter l'irrecevabilité de la présente action, frais comme de droit, et ce sera justice. J'ai dit et je vous remercie. La Cour vous remercie, maître. Il n'y a aucun malentendu possible. Quand il y a dérapage, c'est le rôle de la Cour de faire voir que nous devons tous regarder dans la même direction et avec professionnalisme et... Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Je ne serai pas long comme la défense, étant donné qu'elle revient en réalité sur une question qui, à mon sens, a déjà été vidée et réglée par votre cour. Je ramènerai les préalables soulevés par la défense en 2 points. Le premier point est relatif à l'incompétence de votre cour et le deuxième point est relatif à l'irrecevabilité de l'action mise devant la cour par le ministère public. S'agissant de l'incompétence de la cour, Monsieur le Président, les débats qui nous ont pris plus de 2 heures portent en réalité sur une attaque dirigée par la défense contre votre arrêt. L'arrêt 1816 du 18 juillet 2023. Je suis heureux d'avoir entendu la défense lire intelligemment et à haute voix l'article 168 de la Constitution. Monsieur le Président, pour nous, la question de votre compétence ou de votre incompétence est une question réglée. Il n'y a pas lieu d'y revenir. L'arrêt 1816 du 18 juillet 2023 a répondu à cette question et elle a tranché définitivement. Monsieur le Président, quand vous lisez cet arrêt, il y a un paragraphe qui met fin à la confusion que l'on veut entretenir. C'est le paragraphe de l'arrêt sur un effet qui renvoie à l'article 99 de la Constitution. S'agissant des défauts de déclaration faites par les anciens présidents de la République et les premiers ministres ou les anciens membres du gouvernement. Monsieur le Président, quand vous lisez cet article, vous n'avez pas besoin de comprendre que les juges de l'ancien Premier ministre ou de l'ancien président de la République, lorsqu'il tombe sous le coup de fausses déclarations sur son patrimoine, c'est la Cour constitutionnelle. Donc pour nous, c'est une question réglée. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. La deuxième question, Monsieur le Président, c'est sur l'irrecevabilité de l'action. Je vais la ramener à un point que je trouve essentiel sur les statuts actuels du prévenu Matata, qui est aujourd'hui député et qui bénéficie évidemment des immunités parlementaires. Monsieur le Président, la procédure actuelle ou l'instance actuelle, c'est une instance qui préexistait à son statut de député, à son statut actuel de député. C'est pourquoi, au moment des poursuites, nous, ministère public, nous nous sommes adressés au Sénat. Le Sénat nous a autorisé les poursuites. On essaye, s'agissant de cette autorisation, on essaie de se limiter à seulement un aspect de la chose. La première décision
qui a rejeté les poursuites, mais on refuse de faire allusion à la deuxième qui a autorisé les poursuites. Et Monsieur le Président, son statut de député est arrivé en pleine procédure. Nous sommes dans un cas de poursuites déjà engagées et nous estimons quant à nous que son statut actuel n'a pas un effet sur les poursuites déjà engagées. Pour le reste, Monsieur le Président, la Cour connaît les droits. Nous nous soumettrons à sa compétence et à son intelligence. Nous avons dit, Monsieur le Président. Non, maître, après tout le temps que vous avez pris... Il y a un moyen qui n'a pas été abordé par le... Non, mais ce n'est pas un problème. Vous avez soumis vos moyens à la Cour, pas au ministère public. Qu'il le rencontre ou qu'il ne rencontre pas, c'est la Cour qui va répondre. Nous sommes défendeurs ce moyen. L'audience est suspendue. Droit et finance, droit et finance, droit et finance, droit et finance, droit et finance. La violation massive, flagrante de la Constitution. Si j'interviens, c'est parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple. Et ce même peuple, ayant suivi ma dernière intervention, à la suite de l'avant-dernière séance, a souhaité, au nom du peuple dont je suis élu, que je reprenne quelques éléments des violations massives de la Constitution dont vous êtes le principal protecteur. Le deuxième point, honorable président, estimé membre de la Cour, concernera le caractère politique de ce procès. Cela fait 4 ans, mois pour mois, c'est en avril 2021. J'étais alors à Conakry, conseiller du président. Le premier réquisitoire tombait. Et j'ai dit, contrairement à tout ce qu'ils m'ont dit de ne pas rentrer, j'ai dit, je fais foi. Honorable président, estimé membre de la Cour, je fais foi à la justice de mon pays, je vais rentrer. Et je suis rentré. L'exil m'a été donné, j'ai refusé. J'ai fait confiance en vous, honorable président, estimé membre de la Cour, parce que votre mission, c'est de rendre la justice. La violation massive de la Constitution, premier point. Je vais faire une comptabilité rapide pour ne pas vous retenir encore. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, pour lancer le processus en avril 2021, demande au Congrès la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon qui est devant vous. L'Assemblée nationale, le Sénat sont choqués de voir un habitué de la loi faire honneur à un ancien Premier ministre pour que son dossier soit examiné au Congrès. Pour le Parlement congolais, il n'y a que le président en fonction et le Premier ministre en fonction qui ont ce privilège de voir leur dossier être traité par le Congrès. La réponse sera adressée au procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo Konkesha, qui s'excusera auprès du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat pour avoir commis une erreur professionnelle par inadvertance. Première violation de la Constitution. Deuxième violation de la Constitution. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, obstiné absolument à pouvoir poursuivre en justice M. Matata, écrit au président du Sénat pour demander la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon devant vous.
Le débat s'est fait en plénière. Il est démontré qu'un procureur général près la Cour constitutionnelle ne peut pas s'adresser au président du Sénat. La Constitution ne le permet pas, la procédure ne le permet pas, et l'objet même de cette demande ne le permet pas. La plénière du Sénat rejettera cette requête du procureur général près la Cour constitutionnelle. Je vois dans votre composition un ancien sénateur, juriste professionnel, qui était dans la salle et qui sait que cette requête a été rejetée. Deuxième violation de la Constitution. Troisième violation de la Constitution. Honorable Président, estimé membre de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dira qu'est-ce que nous allons faire, parce que c'est un dossier politique que nous devons à tout prix rendre M. Matata. Acceptons, quoi qu'il en coûte, cette requête du procureur général près la Cour constitutionnelle. Ainsi, honorable président, estimé membre de la Cour, cette requête sera examinée en violation de la Constitution. Troisième violation de la Constitution. En dépit de cela, honorable président, les sénateurs attachés au droit voteront contre la levée des immunités. Une lettre sera adressée au procureur général pour le lui signifier. Quatrième violation de la Constitution. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, toujours obstiné, rencontrera le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour dire que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Trouverons une idée géniale pour dire il y a le bien aérianisé. Il était Premier ministre lorsque les paiements étaient faits. Disons alors qu'il a détourné 140 millions de dollars des Occidentaux. Honorable Président, je sais comment vous êtes attaché au droit. 35 ans de carrière. Vous avez la sensibilité juridique, ainsi que les estimés collègues autour de vous, dont certains professeurs de droit. Le Sénat est en congé. Le président du Sénat se permettra de lever la mise en congé pour un seul jour ou pour quelques heures pour lever les immunités d'un homme, comme si c'était devenu un sorcier. Ainsi, les immunités vont être, la levée des immunités va être examinée. Honorable Président, ces dossiers des paiements des fonds des biens aérianisés, quand ce fait, je suis Premier ministre, le Premier ministre, honorable Président de la Cour constitutionnelle, n'est pas acteur dans le paiement de la dette. Je demanderai au président du Sénat, honorable président, nous sommes en congé, vous avez levé exceptionnellement la mise en congé, donnez-moi une semaine, 2 semaines, c'est le droit à la défense, qui est un droit fondamental. Le professeur Nyabirungu l'a répété ici. C'est repris dans notre Constitution. Le droit à la défense. Le président Bahati Lukwebo me dira, vous avez raison. Venez au bureau exprimer cette requête qui est tout à fait pertinente
est conforme même à la logique la plus simple. On vient de vous donner la lettre aujourd'hui. Vous devez avoir ne fût-ce que 2 semaines pour pouvoir disposer des documents. J'y vais. J'exprime la requête. Tous les membres du bureau acceptent, disent que c'est normal. Honorable président, je suis en train de rentrer à la maison. J'apprends par la radio que j'ai été entendu, j'ai présenté un moyen de défense et que le bureau du Sénat a décidé de lever mes immunités. Quelle sensibilité, honorable président. 35 ans d'expérience professionnelle dans le temps. J'ose même dire à certaines personnes qui m'ont appelé, dit que ce n'est peut-être pas moi. Il dit non, mais nous venons de suivre. On vient de lever vos immunités. J'arrive à la maison pour demander est-ce qu'il y a une lettre qui est arrivée. Il dit non. La lettre arrivera 2 jours après. 5e violation de la Constitution, honorable président de la Cour constitutionnelle, estimé membre de la Cour constitutionnelle. 6e violation de la Constitution. J'ai comparé ici, après cette levée des immunités rocambolesque, j'ai dit, je fais foi à la justice, j'arrive ici, dans ces bâtiments de la Cour constitutionnelle, dont j'ai pris l'initiative de réhabiliter et d'équiper. Le procureur général, Jean-Paul Mukolo Konkesha, me reçoit. Monsieur le sénateur, donnez-nous les documents parce que vous êtes accusé d'avoir détourné 140 millions de dollars américains. On me demande les documents des paiements, des preuves de paiement, je donne. Honorable président de la Cour constitutionnelle, j'attire votre meilleure attention. Parce que je sais que généralement, vous êtes très concentré. Monsieur le sénateur, donnez tel document. Des 30 millions de dollars que vous avez détournés. Je sors les documents, je donne. Ah, mais c'est 140 millions. Il y a encore 20. Je donne. Tous les documents sont donnés. Je pose la question au procureur général. J'imagine qu'il a aussi plus de 20 ans de carrière. Monsieur le procureur général, vous m'avez invité ici pour dire j'ai détourné 140 millions de dollars. Nous venons de terminer la séance ici. Je ne vois pas en quoi un ancien Premier ministre a été impliqué. J'insiste beaucoup parce que, honorable président de la Cour, la dette extérieure, quand elle est payée, le Premier ministre n'est même pas au courant. C'est le directeur général de l'Office de la gestion de la dette qui ordonnance. Le ministre des Finances paye. Je lui pose la question. Le directeur général de l'Office de gestion de la dette est là. Le ministre des Finances, M. Kitebi, est là. Tous disent le Premier ministre n'a été impliqué ni de loin, ni de près. Mais pourquoi suis-je ici? Honorable président, je sais qu'au-delà de vos fonctions professionnelles de droit, vous êtes un homme de Dieu. Suivez ce que le procureur général Mukolo Jean-Paul Konkesha me dit. Je présente les excuses. Je vous demande pardon pour avoir initié ces dossiers contre vous de manière politique.
Je n'aurais dû pas le faire. Un avocat était présent, il est à ma gauche. Entendant un procureur général présentant les excuses et demandant pardon parce qu'avoir initié un dossier politique. Je lui dis, moi je vous pardonne parce que je suis chrétien. Maintenant, vous clôturez ce dossier dans combien de temps? Il dit, dans la semaine qui suit. Je clôture les dossiers parce que, sincèrement, ma conscience est chargée. Heureusement, je n'étais pas seul. J'étais avec un témoin qui est devant vous. Honorable président, estimé membre de la Cour, je suis reçu le lendemain par un avocat général près la Cour constitutionnelle qui est dans la salle aujourd'hui, devant vous, qui fait signer les PV indiquant que tous les documents relatifs au paiement des 140 millions de dollars américains ont été trouvés. L'avocat général, collaborateur de Jean-Paul Mukolo Konkesha, procureur général, est dans la salle ici. PV signé en présence de l'avocat Laurent Onyemba ici dans la salle. Il dit, Monsieur le Premier ministre, ce dossier est clos, on va vous écrire et vos immunités vont être retournées parce qu'elles ont été levées de manière politique. Honorable Président, jusqu'au moment où je vous parle, ce dossier n'a jamais été clôturé. L'avocat général qui est dans la salle a refusé de me remettre ces PV signés par lui et par moi, devant témoin. Pourquoi je soulève cette question, honorable président? J'ai demandé votre patience. Parce que, sixième violation de la Constitution, le procureur général Jean-Paul Mukolo Konkesha dira à beaucoup de gens, comme je tiens absolument à les condamner, ces messieurs, il faut que j'utilise un raccordement frauduleux pour dire que ces immunités ont été levées et je vais fixer le dossier Boukangalonze. Honorable président de la Cour, estimé membre de cette prestigieuse Cour, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme violation des droits de l'homme par cet homme? Il me recevra dans son bureau pour me dire, honorable président. Non, écoutez. Non, il faut que je vous dise. Non, non, écoutez. Il y a le procureur général près la Cour constitutionnelle et à monsieur tel. Okay. Or là, il agissait en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Restez à cette fonction-là au lieu d'individualiser le problème. En tant que personne, il ne pouvait même pas vous appeler. Il ne pouvait pas. Mais c'est dans cette fonction-là. Merci beaucoup. J'ai été reçu par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il me dira ceci. Monsieur le sénateur Matata, je suis prêt à vous laisser partir en soins médicaux parce que j'ai été empoisonné dans ces bureaux ici de la Cour constitutionnelle, mais à condition que vous puissiez accepter de comparaître sur le dossier Boukangalonze. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de pont entre les dossiers des biens aérianisés dont vous venez de clôturer par un PV dûment signé avec présentation des excuses et des demandes de pardon sur un dossier sur lequel le Sénat s'est prononcé. Il dit, si vous ne voulez pas accepter, vous n'aurez jamais l'autorisation pour aller en soins médicaux. Je ne suis jamais allé en soins médicaux, honorable président. Là n'est pas le problème. Septième violation de la Constitution. Il y en a combien? Je vais résumer même à 10. Je vais m'arrêter à 10. Parce qu'il y en a 44. Non, quand même. Il y en a 44, honorable. Vous êtes un homme de droit. Il y en a 44 violations. Mais je vais me limiter à 10. C'est bien. Septième violation de la Constitution. Votre prestigieuse Cour examine les dossiers et se déclare incompétente
pour mes juges. RP 0001. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, enverra les dossiers de sa propre initiative au parquet près la Cour de cassation, qui après examen écrira au président de la République, la lettre est connue pour dire la Cour de cassation, qui au préalable, honorable président, avait examiné ces mêmes dossiers avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente, s'est déclarée pour la deuxième fois incompétente, et le procureur général, près la Cour de cassation, demandera de classer les dossiers sans suite. 9e violation de la Constitution. Sans que je sois entendu, le dossier a été fixé à la Cour de cassation. Comme vous le savez, la Cour n'a pas été à mesure de se déclarer incompétente parce que le procureur général avait déjà déclaré cette incompétence. Incompétente. 10e violation de la Constitution, honorable président, estimé membre de la Cour, ce dossier va être transféré, retransféré à la Cour constitutionnelle, qui après examen produira l'arrêt 18-16 que vous connaissez. Je voudrais terminer sur cette question, honorable président, c'est en appeler à votre sens élevé de la justice, parce que nous sommes en dernier ressort et que vous êtes le berceau de la protection de la Constitution. Du point de vue politique, là je vais aller très vite. Ce dossier, il est politique. La Cour ne reçoit pas les points de vue politiques, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, honorable président, pour votre meilleure attention. Merci. Vous voulez intervenir? D'accord, c'est votre droit. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour. Je voulais juste rencontrer la préoccupation qui a fait état d'un raccordement frauduleux pour saisir votre juridiction. Il n'y a jamais eu de raccordement frauduleux parce que, après que la cassation, la Cour de cassation se soit déclarée incompétente, nous, le parquet général, avait rédigé ces réquisitions afin de lever des immunités du sénateur Matata Pogno, prévenu par devant vous. Et la suite qui a été donnée à ces réquisitions est consignée sur un document qui se trouve être au dossier, relativement à ces dossiers Boukanganos. Je voudrais aussi relever le fait qu'il n'y a pas eu acharnement sur les prévenus Matata Pogno par le parquet général près la Cour constitutionnelle. Pourquoi je l'ai dit? Cette affaire prend naissance à l'initiative du prévenu Matata Pogno lui-même, qui écrit à l'inspection générale des finances, alors que les rumeurs enflaient dans l'opinion publique, il y avait détournement. Il écrit, et qu'est-ce qu'il dit? Il serait dès lors, je prends juste le paragraphe pertinent, recommandable, au regard des appréhensions de mauvaise gouvernance évoquées précédemment, que l'inspection générale des finances se saisisse du dossier, contrôle l'ensemble des comptes inhérents à ces projets dès les débuts des travaux jusqu'à ce jour, afin que toute la lumière soit établie sur l'ensemble des opérations financières liées à ces projets et que toutes les responsabilités des détournements éventuels des fonds publics soient établies. Après que l'inspection générale des finances ait fait ces constats, il transmet, suivant la procédure, les constats aux prévenus pour ces observations. Et voici ce que les prévenus mentionnent. Comme
nous avons eu à le mentionner dans les notes précédentes, et c'est toujours mieux de le rappeler, la primature et les chefs du gouvernement n'étaient nullement impliqués dans la gestion des fonds de ces projets. C'est l'entreprise Africom qui était seule responsable de l'exécution technique et financière du projet sur base d'un contrat d'immense signé entre elle et quatre membres du gouvernement. La primature n'en était pas signataire. Et plus loin, les mêmes prévenus affirment, l'entreprise Africom affirme que tous les fonds qu'elle a reçus de la Banque centrale ont été affectés à l'exécution du projet. Elle niait de manière catégorique avoir rétrocédé directement ou indirectement une part quelconque de ces fonds à la primature, encore moins au chef du gouvernement de l'époque. Il serait indiqué d'avoir cette confirmation de l'entreprise Africom et de le mentionner dans les rapports finaux, car en effet, le peuple congolais a besoin de savoir s'il y a eu effectivement détournement des fonds et si oui, qui en était le bénéficiaire. Nous ne l'avons pas été. S'agissant d'une éventuelle surfacturation, c'est le prévenu qui dit, évoqué dans votre feuille d'observation, seule l'entreprise Africom a la responsabilité d'y répondre, étant donné qu'elle avait seule le pouvoir contractuel d'acquisition de l'ensemble des équipements. Après ces observations, l'inspecteur général des finances transmet en tant qu'OPJ, la compétence restreinte, il transmet au parquet les dossiers. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous transmettre 6 juin pour compétence et disposition la note d'officier judiciaire de police judiciaire établie par les inspecteurs généraux des finances à l'issue de la mission de contrôle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Monsieur a effectué les faits infractionnels qui sont brièvement décrits dans cette note sont détaillés dans les rapports élaborés à l'issue de cette mission avec en appui les pièces justificatives sur base desquelles l'équipe de contrôle a fondé ces constatations. Elle reste ainsi à votre disposition pour tout complément d'information. Et en marge des procès-verbaux transmis, les prévenus qui sont retenus sont ceux-là qui sont devant vous. Et c'est à l'issue de cette procédure que le parquet général, après bien sûr l'instruction, a saisi votre recours après avoir suivi toutes les procédures bien sûr constitutionnelles qui sont prévues. Où est-ce qu'on peut dire que c'est l'initiative acharnée du procureur général contre les prévenus? C'est à son initiative et j'ai voulu mettre cet accent pour qu'on n'insiste pas trop sur cette histoire du parquet général qui se serait acharné sur les prévenus. J'ai dit, je vous remercie. Oui, maître. Vous aviez dit que c'était les prévenus qui allaient parler. Vous aviez déjà longuement... Parce que le ministère public vient de répondre. Mais bien sûr, le prévenu pourra parler. Nous sommes défendeurs sur le moyen. Écoutez, nous sommes encore sur les exceptions. En principe, on ne pouvait pas accorder la parole. Mais exceptionnellement, sur l'exception, nous avons accordé la parole. Vous pensez vraiment qu'il faille encore répliquer? Parce que si vous parlez, le ministère public va encore parler. Nous sommes sur les exceptions. La mort d'Allah, Monsieur le Président, parce qu'il y a des contre-vérités qui n'énervent pas en fait les violations constitutionnelles. Donc, je m'incline, mais j'aurais bien voulu placer un mot. Nous vous avions dit ceci, les exceptions sont présentées à la Cour. Comme vous dites que de l'autre côté, il y a des contre-vérités, mais le ministère public aussi dit qu'il y a des contre-vérités. C'est la Cour qui juge. Vous pouvez m'accorder une seconde? Non. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes sans ignorer que ce n'est pas à force de parler qu'on forge la conviction. Merci. L'audience est suspendue. Droit et finance, droit et finance.